Alors en fait, l'objectif du forum, très rapidement, c'est effectivement de faire état des dispositifs existants, aussi bien sur la prévention, sur la lutte, sur le suivi de ces incendies et sur leurs impacts, en fait, aussi bien environnementaux qu'économiques. Et l'idée, c'est bien de dégager des axes de travail en identifiant des acteurs, en fait, qui vont permettre d'améliorer ces dispositifs. Et on se vise en fait un objectif modeste à court terme. L'idée, c'est d'avoir des axes de travail qui soient identifiés pour les prochaines années 2020-2022. Une des nouveautés en fait excusez-moi. Donc, une des nouveautés en fait de ce forum, c'est que, alors on va bien sûr parler de suivi et de surveillance, comme on l'avait fait en 2017. On va parler de gouvernance de moyens de lutte. On va parler d'environnement, bien évidemment. Mais aussi, on va parler essentiellement, un des axes forts et une nouveauté de ce forum, c'est de parler de sensibilisation, de prévention, parce que tout le monde le conçoit bien. Le meilleur feu, c'est celui qu'on n'allume pas. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler sur cet axe-là. Et ce forum fait une belle place pour ce type d'intervention, de témoignages qui concernent la prévention et la sensibilisation. Et puis, nouveauté aussi, il va y avoir une approche un peu économique autour des impacts sur les incendies. Donc, c'est des thèmes qu'on n'avait pas pu aborder sur le forum de 2017. Et tout ça, on veut le faire, bien sûr, avec vous, en développant les synergies entre les acteurs, les échanges, en collaborant au maximum. Et aujourd'hui, quand on regarde la liste des personnes qui sont inscrites, alors je ne sais pas si ça correspond complètement aux gens qui sont dans l'assistance. En fait, on a à la fois des représentants de l'État, du gouvernement, des provinces, et les deux provinces principalement concernées par les incendies sont présentes, et on les remercie, les maires, les associations de maires, les coutumiers, les pompiers, à travers l'Union des pompiers de Nouvelle-Calédonie. On a des associations de défense de l'environnement, on a des ONG de type CI, WWF qui sont présentes. Nous avons aussi des membres du Conservatoire des espaces naturels, de l'Œil, du Parc des Grandes Fougères. Et puis on a le monde de la recherche. Donc là, on a tout un panel d'acteurs, finalement, qui travaillent sur ces dispositifs autour de la lutte contre les incendies, qui sont présents, en tout cas dans les personnes inscrites. Et puis on a trois niveaux, en fait, finalement, qui sont trois niveaux de personnes qui sont présentes. On a à la fois des décideurs, une sphère plus technique qui travaille vraiment au quotidien sur la gestion du risque incendie, et puis on a aussi la représentation citoyenne avec la société civile. Donc je pense qu'on a la matière en fait, et les bonnes personnes en fait, pour essayer d'avancer sur la thématique. Et tout ça, encore une fois, c'est issu d'une réflexion collective d'un groupe de travail, du groupe de travail incendie, ce groupe de travail informel. Moi, je n'en suis que le porte-parole, hein, c'est pas le forum, je le précise, parce que là, il a été beaucoup cité, là, notamment par vos interventions, mesdames, mais c'est bien le travail d'un groupe collectif, et c'est pas le travail uniquement de l'œil. Hein. Et vous allez le voir d'ailleurs à travers tout le programme. L'objectif aussi de ce forum, c'est pas uniquement de parler, et c'est très bien d'échanger, mais c'est aussi d'arriver à une production. Et on souhaite en fait, à l'issue de ce forum, consolider l'ensemble des axes identifiés, des points d'amélioration, les consolider notamment dans une note de synthèse qui serait le fruit d'une expression collective et qui sera adressée après au pouvoir public de manière à ce qu'ils puissent se saisir de ce travail et lancer en fait des dynamiques qui soient portées politiquement par la suite. Aujourd'hui, là, on est sur un espace d'échange, c'est pas un espace de décision. Donc voilà. Aussi, il faut être modeste, on ne va pas pouvoir tout voir en 2 jours. Déjà, on a fait évoluer le format du forum sur 2 journées, ce qui est un pari aussi. On espère avoir la même mobilisation demain, et je pense qu'on l'aura, mais voilà, on ne pourra pas tout aborder non plus, on essaiera de le faire, mais voilà, ça devra suivre de toute façon avec des groupes techniques par la suite, et puis un vrai portage politique.
Le programme, en fait, vous l'avez. En fait, je ne vais pas vous le détailler parce que ça va être long, mais on a plusieurs axes, en fait, les incendies et les sociétés, incendie, environnement, gouvernance et moyens de lutte, j'en oublie, voilà, incendie et impact économique, etc., qui seront vus sur les 2 journées. Le programme est affiché en fait à l'entrée sur la gauche, et puis on a quelques exemplaires aussi du programme. Vous l'avez peut-être imprimé de votre côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il est assez dense. Il est chargé, donc attention au temps de parole, et je m'inscris dans cette contrainte. Ça se trouve, je dépasse mon temps de parole. Et donc on essaie aussi de faire une large place aux échanges. Alors, en fait, ce qui semblait aussi intéressant, c'est de dresser un peu le panorama des acteurs, ce qui a été fait en introduction par nos représentantes. Mais vous avez en fait les acteurs qui sont positionnés en haut: communes, provinces, gouvernement, État, instituts de recherche, Météo France, coutumiers, ONG, associations environnementales. Et puis vous avez à gauche en fait l'ensemble des actions qu'on peut mener sur les incendies, qui vont de la prévention jusqu'à la réhabilitation, qu'on soit avant, pendant ou après ces incendies. Et on a essayé de cartographier un peu ces acteurs. C'est une cartographie grossière, qui est forcément, les thématiques sont un peu poreuses, et c'est pas une cartographie parfaite, mais on s'est essayé à cet exercice. Donc sur la prévention, finalement, on va avoir beaucoup d'acteurs concernés, peut-être moins les instituts de recherche ou Météo France sur ces aspects-là. Par contre, sur la prévision, bien sûr, vous avez Météo France qui produit pendant la saison administrative des feux de forêt en fait des indices de risque en fait de départ de feu en fait notamment. Sur l'amélioration de la prévision, vous avez aussi des instituts de recherche qui sont associés à Météo France pour améliorer cette prévision. Sur l'anticipation des impacts, les provinces, le gouvernement, les instituts de recherche sont bien positionnés. Sur les méthodes d'évaluation des impacts, en fait, on peut ajouter aussi les associations environnementales, les ONG, qui peuvent proposer des dispositifs de surveillance. Association, on inclut aussi l'Observatoire, qui a pas mal travaillé sur du développement méthodologique pour suivre les incendies. Sur les méthodes de réhabilitation, vous pouvez avoir les provinces, les instituts de recherche et encore une fois les associations environnementales, où il y a énormément d'opérations de réhabilitation, et donc un vrai savoir-faire et donc un recul sur les meilleures méthodes à mettre en place. Concernant la lutte contre les incendies, aussi bien sur la détection que sur la lutte en tant que telle, vous avez bien au premier rang duquel les communes, mais aussi le gouvernement, l'État et les associations environnementales. Sur le volet répressif, les communes, provinces et États sont bien sûr concernés. Sur l'évaluation des impacts, les communes, les provinces, le gouvernement et les associations environnementales sont impliquées. Idem sur le retour d'expérience terrain, avec l'implication des coutumiers aussi qui peut être faite. Et sur la réhabilitation, vous avez plutôt les provinces, les associations environnementales, mais aussi en impliquant la sphère coutumière et le gouvernement. Voilà pour dresser rapidement en fait une première cartographie des acteurs. Donc les enjeux en fait autour de ce forum, il y a des enjeux humains. On l'a vu avec le drame de l'année dernière, avec le décès de Bertrand Pinet, et qui est un enfant de Koumak, de la province Nord, et on sait bien que c'est un drame qui dépasse bien sûr les autres, mais je voulais évoquer aussi les enjeux environnementaux très rapidement. Donc les incendies sont une cause historique, et la principale cause historique de destruction des habitats en fait, de Nouvelle-Calédonie. Là, c'est une carte qui représente en fait ce que serait la couverture forestière en Nouvelle-Calédonie si la présence humaine n'était pas là. Donc on a à peu près 90% de couverture forestière selon les modélisations du projet NIC. Aujourd'hui, on est à 30% de forêt sur le territoire à peu près, et le reste, ce sont des formations dégradées, des formations secondaires. Le maquis est une formation secondaire, la savane est une formation secondaire. Donc on voit bien l'impact énorme en fait au-delà de la mine, qui peut impacter au-delà d'autres sources de pression, mais il y a les incendies contribuent énormément à l'état actuel finalement de nos formations végétales. Deuxième point, c'est voilà, on le voit, la pression des incendies. Là, c'est une carte qui représente les points chauds sur 2017. Vous voyez la représentation spatiale, c'est assez frappant quand même. Voilà, ça c'est uniquement l'année 2017.
Donc on a une responsabilité mondiale avec un taux d'endémisme qui a été rappelé en fait, par Madame la commissaire déléguée. On a une responsabilité mondiale à la préservation de ces espèces endémiques. En termes de risque d'extinction, les travaux d'Endemia, que je salue, qui fait un travail formidable, sur 1160 espèces évaluées, 43% sont menacées d'extinction, ce qui est quand même énorme. Et 68% des espèces en danger critique sont menacées par les incendies. Donc voilà, ça resitue un petit peu aussi le contexte d'impact sur la végétation calédonienne. On a mené une étude dans le Grand Sud, en fait, où on s'aperçoit que sur une dizaine d'années, on a plus de 22% de pertes forestières, de surface forestière sur un secteur du Grand Sud, liées notamment à des impacts, en fait, à des opérations de pas de sylviculture, mais pardon, de prélèvement de ressources forestières, en fait, au début du XXe siècle. Et donc qui se traduit aujourd'hui par une contraction, une régression forestière importante. Et puis en fait, vous avez aussi un chiffre qui est donné par le programme Global Forest Watch, qui évoque 160 km² de pertes forestières en Nouvelle-Calédonie entre 2001 et 2015. Donc voilà, les enjeux environnementaux, ils sont là. Je ne vous parle pas des impacts indirects, des incendies qu'on connaît et sur lesquels on reviendra par la suite. Voilà pour ces éléments de cadrage. Après, on avait fait un forum en 2017 et il était intéressant en fait, de reparler un peu de cet événement, puisque l'idée c'est de montrer qu'on peut avancer ou de faire état aussi des difficultés qu'on a rencontrées. Donc ce forum de 2017, en fait, il avait identifié plusieurs axes de travail. Le premier, c'était de renforcer les espaces de dialogue, notamment en mettant en place un comité technique sur les incendies. Donc on l'a appelé maintenant le groupe technique sur les incendies. Et ce groupe technique sur les incendies, dont je suis le porte-parole là, lors de cette session, en fait, il s'est réuni 5 fois depuis 2017 et il a intégré en 2019 la province Nord, Conservation internationale, Sud Forêt. Donc il y a quand même eu une dynamique d'acteurs en fait, qui est entretenue et qui a fait suite au premier forum de 2017. Le deuxième axe en fait, qui était identifié, c'était d'organiser un forum annuel. Donc nous y sommes, on n'est pas tout à fait sur une fréquence annuelle, c'est difficile de mobiliser les gens trop régulièrement, mais bon, là, on peut dire que l'objectif est rempli. Le deuxième axe la deuxième thématique qui était identifiée, c'était d'améliorer la production des bilans relatifs aux incendies, notamment en améliorant la collecte et le partage des données incendies issues du terrain. Donc ça ne va pas être exhaustif tout ce que je vais vous dire, mais la DSCGR a entrepris un certain nombre d'actions, notamment avec de la formation des auxiliaires de sécurité, qui sont formés aux outils cartographiques, etc. Elle a accompagné les centres de secours en fait, dans la mise à disposition de moyens techniques et d'équipements informatiques pour faciliter cette remontée des informations. Et la DSCGR travaille à la mise en place d'une base de données sur les incendies. On a le CI, l'œil et le VVF qui ont des collaborations pour récupérer l'information produite de manière précise localement sur 2 secteurs, notamment Guapin et le Montpanier. L'autre axe, en fait, c'était de produire des bilans représentatifs du phénomène et intégrant l'impact environnemental. Et là-dessus, en fait, on a plusieurs acteurs qui ont avancé, donc notamment la DSCGR du gouvernement et l'Union des pompiers calédoniens ont consolidé des bilans en fait, qui s'améliorent petit à petit dans leur méthodologie, dans l'homogénéité des données produites. Endemia, IAC, en fait, produisent notamment des diagnostics très précis par rapport à des incendies qui auraient pu toucher en fait, des secteurs riches en termes de faune et de flore endémiques. Donc on va le voir par la suite à travers une présentation. L'œil, s'est mis en position de produire des données de référence sur les incendies à l'échelle de la Calédonie, qui concernent à la fois les surfaces brûlées et les points chauds, et produit désormais annuellement un bilan de l'impact environnemental des incendies, donc ça va vous être présenté par la suite. Le VVF capitalise plus de 10 ans de suivi des feux sur Guapin. Donc là-dessus, il y a quand même des avancées. Troisième axe de travail, troisième thématique à identifier lors du premier forum,
et ça doit nous donner des idées pour construire celui-là, c'est améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la décision de lutte contre les incendies. Donc l'Observatoire, avec ses partenaires, parce que sans ses partenaires, on ne pourrait pas faire grand-chose, a mis en place l'outil Alerte Incendie qui permet de recevoir des mails chaque fois qu'un incendie est détecté par des satellites et croise ces informations de localisation des incendies avec l'ensemble des données d'enjeux disponibles. Et voilà. Donc ça a été fait. Il y a des évolutions régulières de l'outil. On en a la V3 aujourd'hui. Il y avait un deuxième axe qui était de produire des informations synthétiques sur les enjeux environnementaux. Donc là-dedans, on va pu fournir notamment à la DCGR pour intégration dans les outils d'intervention tactique des cartes qui caractérisent les milieux naturels en province sud et donnent une information synthétique sur la sensibilité des milieux naturels et sur la présence des espèces rares et menacées. Endemia régulièrement fournit la localisation des taxons menacés, etc., à la fois la DCGR, à l'œil, pour intégration dans les outils qu'on vient de citer. Autre point qui avait été identifié, c'était d'améliorer la définition de la couverture géographique des zones surveillées. L'idée, c'était de se dire quelles sont les zones vraiment surveillées sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce secteur-là fait vraiment l'objet d'une surveillance des incendies, etc. Et l'objectif, c'était de cartographier un peu vraiment la réalité de la surveillance. Il n'y a pas vraiment eu d'avancée là-dessus, il faut le reconnaître. Un axe était d'améliorer la prévision du risque, donc on va le voir par la suite, mais on a eu une thèse, la thèse de Cyril Dutheil, qui a porté sur l'impact des changements climatiques dans le Pacifique Sud, et notamment sur la Calédonie, et qui a pu voir en fait en fonction des scénarios d'évolution en fait du climat, quels étaient les impacts sur les régimes pluviométriques, sur les températures, etc. Et de là découlent bien sûr des modifications sur le risque d'ignition, le risque d'incendie. Et Morgan Manjas de l'IRD va vous présenter des choses à ce sujet-là tout à l'heure. Météo France travaille sur une étude de faisabilité pour améliorer la modélisation du risque incendie. C'est le Prévifeu, là, vous savez, cet indice en fait qui est calculé tous les jours, qui est aujourd'hui rendu au niveau des communes, mais qui sera rendu à une échelle spatiale beaucoup plus fine, l'échelle d'une vallée, etc., et qui permettra peut-être de mieux cibler, en fait, mieux positionner de manière préventive les moyens de lutte. Autre point évoqué lors du forum de 2017, c'était d'améliorer la connaissance. Là, on a un pavé qui est la thèse de Marie Toussaint et qui va vous être présenté de manière très synthétique, en fait, demain, et qui a une approche originale en fait sur l'origine des incendies, sur l'organisation, etc., des collectivités autour de ça, des acteurs. Donc ça va être présenté demain. Il y a une thèse en cours en fait du CNES sur lequel le VVF participe sur la télédétection des habitats forestiers et notamment de la pression incendie en traitant des images radar, en fait, des images qui ont une caractéristique qui va permettre de voir un petit peu les modifications des habitats forestiers dans le temps et quelles sont les causes en fait de ces modifications. Il avait évoqué effectivement le fait de renforcer la prévention, la sensibilisation, mais aussi le volet répressif. Là-dessus, on va avoir un éclairage intéressant du parquet. En fait, alors je crois que c'est cet après-midi ou demain, je ne l'ai plus en tête. Il avait évoqué la nécessité de renforcer les capacités financières et humaines. C'est toujours le nerf de la guerre quand même aussi, c'est d'avoir les moyens de mettre en place tous ces programmes d'action. Et puis d'identifier les leviers politiques pour mettre en œuvre ces actions et donc le portage en fait de tout ça. Donc en 2017, il y avait déjà des belles choses qui avaient été évoquées et je pense qu'on va être dans la continuité en fait dans le cadre de ce forum. Voilà. Je pense que c'est important de montrer quand même qu'il y a une dynamique en fait qui s'est installée, mais qui est fragile aussi, puisqu'on a un groupe technique informel qui poussons un peu cette dynamique. Et voilà, il va falloir trouver les moyens de la poursuivre et que ça soit validé par nos différentes instances. Enfin, dernière présentation d'introduction de ce forum, c'est un petit peu long, mais l'idée c'était qu'on parte aussi sur les mêmes bases, tous, chacun, le même niveau de connaissance. Alors pour certains, ça va être des portes ouvertes,
que j'enfoncerai, mais pour d'autres, il y aura peut-être quelques éléments d'information. Donc, pour traiter de la caractérisation générale des incendies, on a utilisé des sources de données satellitaires, avec une présentation qui sera plus détaillée cet après-midi, donc je vais aller très vite dessus. Je ne vais pas vous présenter finalement les travaux de l'équipe Sciences Humaines qui avait été faite en 2011, puisque je pense que la présentation de la thèse de Marie Toussaint va plus longuement s'attarder sur les causes sociaux, etc. des incendies. Moi, ça va plutôt être sur une caractérisation physique des incendies. Alors déjà, en fait, ces incendies, en fait, c'est un phénomène qui est très variable en fait dans le temps. On voit en fait sur cet histogramme là, donc en abscisse sont positionnées les années de 2001 à 2017, et puis en ordonnée le nombre d'incendies. Il faut voir sans valeur relative parce que c'est issu d'un capteur qui détecte assez peu d'incendies, mais on voit bien de toute façon une énorme variabilité avec l'année 2017 qui a marqué tout le monde et qui était la plus forte par rapport au recul de données qu'on a sur les incendies, près de 18 ans. Donc voilà. Voilà, on peut classer les années en fait, de faibles à fortes en fonction du nombre d'incendies. Mais donc un phénomène extrêmement variable. On peut avoir une année très impactante, une autre année finalement qui le sera moins. Et tout ça, bien sûr, dépend souvent des conditions météo associées. L'année 2017, c'était voilà, la quatrième année la plus sèche depuis 1961 et la 5e année la plus chaude depuis 1970. Donc voilà. Il y a clairement des liens entre les conditions atmosphériques, météo, climatiques et le déclenchement des incendies. Ces incendies, en fait, ils se répartissent en fait, de manière assez inégale dans le temps, en fait, avec vraiment un pic qui va de septembre à décembre. Quand on prend toute la chronique des données disponibles, on voit bien cette distribution-là, avec ce pic sur octobre. Et en jaune ont été colorés en fait, les mois de la SAF. La SAF, c'est la saison administrative des feux de forêt qui se déroule du 15 septembre au 15 décembre et qui donne des moyens, en fait, il y a des moyens affectés spécialement à la lutte contre les incendies. Donc on voit quand même une correspondance assez claire entre le phénomène et les dispositifs réglementaires en fait, associés. Par contre, en fait, il y a une très forte variabilité en termes de distribution. Là, vous avez les années qui sont colorées différemment. Donc en violet 2017, vous voyez que le pic était en octobre. Je prends l'année 2016, le pic des incendies était en septembre. Voilà. Donc d'une année à l'autre, on a aussi une très forte variabilité en termes de déclenchement de ces incendies, en fait, sur les 4-5 mois concernés par la saison des feux. Quand on s'intéresse aux bornes de début de la saison des feux, le début, par exemple, donc c'est septembre, on voit bien une augmentation marquée sur la fin septembre. Donc, on se dit à partir du 15 septembre, oui, c'est légitime de placer le démarrage de la SAF. Par contre, quand on regarde le mois de décembre, donc qui est la borne supérieure, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Bon, ce 15 décembre là, qui a été noté, il n'est pas ici, il ne se témoigne pas dans la fréquence de départ des incendies. Donc, une période de SAF, en fait, qui est clairement en correspondance avec le phénomène. Mais il y a une grosse variabilité quand même, on a pu le voir. Et puis on a des incendies majeurs, hors SAF de toute façon. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres, en fait, où on a des cumuls extrêmement importants qui peuvent se produire en janvier. L'année dernière, en fait, sur le Mont d'Or, voilà, il y a eu des incendies assez forts qui étaient complètement hors SAF. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc je pense que toutes les données que je vous ai présentées, l'analyse que j'ai faite, là, elle s'est faite essentiellement sur MODIS, qui est un vieux satellite. Là, il y aurait des choses à réactualiser aussi avec un nouveau satellite qui est Suomi, qui commence à déverser des données depuis 2012. Donc la chronique commence à être intéressante pour étudier à nouveau cette caractérisation. En termes de spatialisation des départs de feu, en fait, on voit bien, là, donc ça c'est sur 17 années de données aussi, de 2000 à 2017. On voit bien donc en rouge, ce sont les secteurs qui brûlent le plus en fait sur ces 17 années. On voit bien des poches en fait qui sont sur Thio, Canala, etc. Enfin, une partie de la côte est en fait, Ouégoua, bien évidemment. Voilà, Koné, enfin, l'île des Pins aussi, qu'on voit peu. Et puis toutes ces zones un peu plus claires, là, notamment on le voit bien avec la côte oubliée. Voilà, côte oubliée qui est très peu touchée par les incendies. Je parle du périmètre vraiment strict de la côte oubliée.
Voilà pour cette spatialisation. On verra une spatialisation sur l'année 2017 par la suite. Ce qu'il faut voir aussi, on a analysé les tailles en fait, des incendies en fait, et leur contribution au cumul global en termes de superficie en fait, totale. Et donc on s'aperçoit qu'on a plus de 71% des incendies qui concernent des surfaces de moins de 10 hectares. Par contre, ils contribuent uniquement, tous ces petits incendies, à 12% des surfaces brûlées. Quand on prend les incendies supérieurs à 100 hectares, là, en fait, donc qui représentent 3,5% des incendies, ça représente 50% des surfaces brûlées. Donc, on voit bien que agir sur certains incendies majeurs, en fait, mais c'est les plus difficiles à contenir, hein, de toute façon, mais avoir une intervention rapide, en tout cas, sur ces incendies, bah, ça permettrait de faire baisser largement les bilans. Voilà. Après, on a étudié la distribution des incendies spatiales par rapport aux infrastructures humaines. Et puis là, on se rend compte que 70% des incendies se situent à moins de 500 mètres d'une construction, que ce soit des bâtis habitables ou mais des constructions, ça peut être aussi des transformateurs électriques, etc. etc. C'est toutes les constructions. Mais bon, on a clairement une relation forte. Et puis, donc ça, c'est par rapport aux constructions. On le voit, là, ça monte tout de suite. On a à moins de 500 mètres, on est à 70% des incendies qui sont à moins de 500 mètres, et puis ça monte très vite aussi. Et quand on regarde par rapport aux voiries, donc aux axes qui impliquent aussi, on a intégré les sentiers et les pistes non revêtues, bah là, on a 93% des incendies à moins de 500 mètres d'une voie d'accès. Donc clairement, le lien avec l'homme ne fait pas tellement de doute, même s'il y aurait des choses à pousser pour complètement le valider, parce qu'on a des explications aussi sur la foudre, parce que les incendies contribuent en fait, peuvent être déclenchés par la foudre. Il y a quelques cas qui ont été rapportés, mais ils ont l'air d'être rares, et puis ça a l'air de montrer que ça reste marginal, mais on va faire une étude dans ce sens-là avec Météo France. Voilà, quand on croise les surfaces incendiées avec le foncier, le type de foncier, on s'aperçoit qu'en fait, on peut avoir des différences entre grands types de fonciers, voilà, que ce soit les terres coutumières, le foncier des collectivités, le foncier des privés hors collectivité. Et on peut avoir des rapports assez différents, vous voyez, sur terre, voilà, je vous laisse lire les chiffres, hein, vous le voyez, mais voilà, a priori le foncier le plus impacté, en fait, par rapport à sa surface d'origine, ça serait les terres coutumières. Voilà, donc pour résumer vite fait cette intervention, on a donc une grande variabilité interannuelle en lien avec des conditions météo, sur les cumuls, sur la distribution temporelle, une cause anthropique qui est avérée, et qui serait peut-être à pousser encore en éliminant le facteur foudre, qui doit rester marginal à notre sens, mais on va le faire via une étude. Voilà, beaucoup d'incendies de petite taille, en fait, mais qui contribuent peu au volume global, en fait, aux surfaces, quand on regarde le cumul global à l'échelle de la Calédonie. Des zones géographiques à forte concentration, quand même, il y a vraiment une spatialisation du phénomène, et qui permet, en fait, après, d'avoir des actions de sensibilisation, de prévention, à mon avis, qui peuvent être mieux ciblées. Et voilà, et puis on a, avec l'arrivée de nouveaux satellites, etc., des sources d'informations qui permettent de rejouer petit à petit ces analyses et puis d'affiner un petit peu tout ça. Alors oui, je vais vous présenter donc comment est-ce qu'on essaye de gérer les incendies en province sud, sur les différents aspects, donc prévention, lutte et puis réparation, voire sanction. Je ne reviendrai pas sur ce que déjà d'autres participants ont annoncé en matière d'impact sur des feux de forêt. On considère à la province sud que les feux de forêt sont la principale cause de perte de biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Par rapport à la mine, par exemple, les feux dépassent largement les impacts de la mine, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes impacts. Mais en termes de superficie, ça dépasse largement. On peut parler de pertes économiques également. Par exemple, le dernier feu de champ de bataille, où il y a des opérations de reboisement, a coûté 17 millions de francs pour remplacer les plants qui avaient brûlé. On peut essayer d'estimer les pertes des services écosystémiques. C'est un exercice qui est un peu délicat et périlleux, mais on arrive à des chiffres pharaoniques. Et puis on commence à avoir aussi des coûts de la lutte en elle-même.
Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Une étude dans le cadre du programme Rescue qui a été faite et qui estime donc le coût de la lutte, les pompiers pourraient peut-être, ou la DSCGR pourraient peut-être confirmer, mais à au moins 300 000 francs par hectare de feu, pour les feux de grande ampleur. Alors les impacts sur l'environnement et le préjudice écologique, c'est bien sûr l'atteinte à la biodiversité. On parle d'effondrement du vivant en ce moment. Je ne sais pas si vous avez assisté aux différentes conférences qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc les incendies sont une des causes de cet effondrement. Les feux sont à l'origine de l'accentuation de l'érosion, lessivage des sols, de ruissellement des sols et dégradation des habitats des cours d'eau et marins. Et puis les feux émettent des gaz à effet de serre de façon non négligeable, tout en diminuant le pouvoir de captage du CO2 par la végétation. Et tout ça dans un contexte de changement climatique. Et les feux sont, Fabien le disait, pratiquement considérés comme étant d'origine 100% humaine. Un petit rappel sur les enjeux et les cadres réglementaires, c'est simplement pour indiquer où se place la province sud par rapport aux communes, aux sapeurs-pompiers qui sont en première ligne. La Nouvelle-Calédonie avec la DSCGR qui est plutôt en deuxième en soutien, et la province sud qui intervient donc en complément. Alors je m'aperçois que j'ai oublié l'État, mais heureusement la commissaire déléguée nous a rappelé son rôle tout à l'heure. Donc la province sud est chargée d'élaborer et de piloter les plans de protection des massifs contre les feux de forêt. Je vous dirai pourquoi dans une minute. Et ensuite, elle a la possibilité, au travers du Code de l'environnement, donc de réglementer des accès, des activités au sein de massifs qui sont inscrits au titre du Code de l'environnement. Elle peut également réglementer, contrôler l'usage du feu dans les aires protégées et le brûlage de la végétation. Et puis elle intervient en matière de lutte sur réquisition ou au sein des parcs. Par exemple, les équipes du parc provincial de la Rivière Bleue interviennent régulièrement aux abords du parc. Dernièrement sur l'incendie de Bois du Sud de décembre dernier, par exemple. Je vous disais donc la province sud est dotée d'un code de l'environnement qui permet de réglementer l'usage du feu, de classer des massifs, et ce classement de massifs permet de rendre obligatoire par exemple le débroussaillage aux abords des habitations, de réglementer l'usage du feu ou de tout appareil susceptible de provoquer des feux, et chose intéressante également, d'interdire temporairement la circulation, le stationnement dans les massifs qui seraient inscrits au titre du Code de l'environnement. Et puis quelque chose de plus classique, le plus ancien, c'est les aires protégées, donc là où la réglementation sur les aires protégées permet d'interdire ou de réglementer du moins l'usage des feux, notamment dans le cadre des plans de gestion de ces aires protégées. On a eu également comme consigne depuis le dernier forum, en 2017, par notre ancien président, donc Philippe Michel, de consigne a été donnée au service juridique de se porter partie civile pour tous les feux ayant eu un impact majeur. Donc c'est ce qui a été fait notamment sur les derniers feux dans le sud. Et puis il y a également ce qu'on appelle l'arrêté de sécurité civile d'août 2012 qui rend obligatoire les plans de protection de massifs contre les feux de forêt. Donc à l'époque c'était le haut-commissaire. Et ensuite la compétence sécurité ayant été transférée à la sécurité civile, c'est la Nouvelle-Calédonie qui impose ça. Donc la province sud s'est lancée dans cette démarche de plans de protection des forêts contre le feu. Et ces plans donc consistent à élaborer une stratégie générale de réduction des feux à la source. Donc dans tous les domaines, sensibilisation, prévention, aménagement des FCI, lutte, répression et gouvernance. Donc avec un plan d'action priorisé en fonction des enjeux et en cohérence avec ce qui se fait ailleurs, donc l'ORSEC feu de forêt notamment, et les plans communaux de sauvegarde, et le tout dans une vision à 5 ans. Sachant que on considère qu'un massif forestier, c'est un espace naturel boisé emportant une cohérence écologique et administrative. Donc c'est, on va dire, un massif de végétation forestière en général, principalement, et qui a une certaine cohérence au niveau des enjeux, au niveau administratif, au niveau des enjeux environnementaux ou économiques. Et ces plans doivent être révisés normalement tous les 5 ans. Alors c'est ce qu'on a commencé à la province sud, sur le plan technique.
Et en commençant, en débutant par un diagnostic sur l'ensemble du territoire de la province pour déterminer les massifs prioritaires. Et ce diagnostic, on a identifié 10, donc qui partent de l'île des Pins, et puis qui vont jusque dans le nord de la province, la fois Bourail. Et donc ça a été identifié avec des critères donc relatifs aux enjeux environnementaux, bien sûr, mais également en prenant en compte les enjeux économiques, puisqu'on a des activités touristiques, de la sylviculture, de l'agriculture, les enjeux humains, bien entendu, les risques d'incendie, en prenant en compte les occurrences de feu, et également le niveau et la qualité des équipements qui peuvent exister dans ces zones. Donc vous avez en vert les 10 massifs forestiers qui ont été identifiés donc, lors de ce diagnostic qui a été fait en 2014. Ensuite, la province a décidé de commencer par deux massifs, donc celui de la montagne des Sources, qui a été l'objet de l'incendie majeur de fin 2005, qui est un peu considéré comme le point de départ de la prise de conscience générale contre ce fléau. Et puis ensuite, le massif du Grand Sud. Donc, cette démarche a consisté à élaborer donc, des diagnostics spécifiques pour affiner les enjeux et élaborer des plans d'action en concertation avec tous les acteurs qui interviennent sur les feux, donc aussi bien sûr les communes, les sapeurs-pompiers, la DCGR, les associations, les acteurs économiques. Et donc se sont tenus un certain nombre de comités techniques entre septembre 2017 et juin 2018. Et ces plans donc demandent maintenant à être... Alors il y a des petits ajustements techniques à faire, notamment sur le choix des pistes, l'emplacement des barrières, des FCI, des choses comme ça. Et ensuite, ça doit être présenté à notre nouvel exécutif provincial qui vient de changer. Et ensuite être validé par une délibération de l'Assemblée de province, après avoir consulté en bonne et due forme donc les conseils municipaux et le conseil de la sécurité civile. Donc on a terminé, on va quasi terminer le travail technique. Reste maintenant à travailler les aspects qui fait quoi, qui paye quoi, qui décide quoi. Je vais survoler rapidement les deux plans de massifs. Donc le premier, c'est celui de la montagne des Sources. Donc vous voyez qui couvre déjà tout le parc de la Dumbéa. Donc qui part de la coulée et qui va jusqu'à la Tontouta. Je vais peut-être passer rapidement là sur les enjeux. Enfin, vous verrez dans la présentation. Le diagnostic a consisté à faire ressortir donc à la fois surtout les faiblesses et les points donc sur lesquels il est prioritaire de travailler. Voilà, en identifiant également des zones prioritaires d'intervention. Par exemple, dans la Dumbéa, c'est tout ce qui est la partie sud-est du massif, avec une forte fréquentation du public. On a vu tout à l'heure qu'à partir du moment où il y avait des accès, il y avait des pistes, les risques d'occurrence de feu étaient plus élevés. Donc c'est toute cette zone. Voilà, il y a quatre zones dans le massif. Et puis ensuite, il y a donc toute une série d'actions. Alors je ne vais pas vous les lister non plus, mais qui concernent donc la prévention, donc pour éviter la survenance des feux. Donc avec des aspects surveillance, donc présence terrain, avec notamment les volontaires de sécurité civile, les auxiliaires de sécurité civile, pour prévenir, sensibiliser également les populations lorsqu'ils font du feu, ils souhaitent faire du feu ou pas. Mieux encadrer les opérations d'écobuage. Inscrire le massif à la liste des massifs à risque au titre du Code de l'environnement, je vous en ai parlé un instant, installer des barrières, enfin tous les aspects techniques, à la fois pour empêcher la survenance des feux, mieux lutter contre les feux, donc améliorer les accès, et puis également donc maîtriser les occlusions, empêcher le développement des grands feux, donc avec par exemple l'élaboration, enfin l'aménagement de zones coupe-feu, trouver d'autres points d'eau pour les hélicoptères bombardiers d'eau sur le massif. Et puis également un point important, c'est mettre en place la sécurisation juridique des équipements, parce que un des problèmes donc, pour mettre en place toutes ces actions, c'est de savoir où est-ce qu'on les met, qui est maître d'ouvrage, qui en est responsable, qui en fait l'entretien. Tout ça, c'est des questions de maîtrise d'ouvrage, de gouvernance, financière, et qui sont importantes à traiter si on veut que ça marche dans le temps, ça dure dans le temps.
Bon, je vais passer rapidement aussi sur la gestion des feux de grande ampleur. Tout ça, ce sont des actions qui sont prévues dans le plan. Et puis après, il y a la partie restauration des terrains incendiés. Donc la province est en train d'élaborer une stratégie de restauration des sites dégradés par toutes sortes d'impacts, les feux, les épaisses envahissantes, les mines. Et donc l'idée, c'est d'intégrer la restauration des terrains incendiés dans cette stratégie pour donc accélérer et favoriser donc la restauration de ces terrains. Il y a toute une partie gouvernance, animation du plan, bien entendu, si on veut que ça avance. Et le total de toutes ces actions a été estimé à pas loin de 150 millions de francs CFP. Donc maintenant, il s'agit de trouver le budget, de trouver les cofinancements permettant d'avancer sur ces actions. Le deuxième massif, c'est le Grand Sud, donc qui va de Bois du Sud, qui longe le lac de Yaté, barrage de Yaté, qui longe le littoral de Yaté et qui va jusqu'à la réserve de Cap-Mendois, et en prenant donc la plaine des lacs et jusqu'au champ de bataille. Donc c'est un massif qui fait 34 000 hectares, un peu comme le premier, avec une dizaine d'aires protégées à l'intérieur. Bon, là c'est pareil, il y a eu un diagnostic spécifique sur ce plan de massif pour vraiment identifier les points faibles, notamment, vous voyez, dans cette zone-là, c'est les temps d'approche, parce qu'on a d'un côté le Mont d'Or, de l'autre côté Yaté. Et bon, à Bois du Sud, par exemple, c'est un feu qui est au milieu des deux, donc les temps d'intervention sont forcément beaucoup trop longs, parce que la distance à franchir est importante. Des moyens pour les pompiers qui sont quelquefois, enfin sur Yaté en particulier, qui sont très limités. Et donc, un certain nombre d'actions qui ont été priorisées, je vais les lister rapidement, mais ça ressemble au premier plan. Donc, améliorer la gouvernance, donc aider la ville de Mont d'Or en particulier et la commune de Yaté à améliorer ses moyens, sa surveillance, améliorer la connaissance du risque feu de forêt, donc renseigner les bases de données incendie. Ça, c'est un souci également. Faire remonter les informations après le feu pour mieux gérer toutes ces données-là. Faire des rétextes, donc des réunions de retour d'expérience systématiques sur les incendies impactants. C'est ce qu'on essaye de faire avec les pompiers et la DSCGR. Alors, renforcer les actions de prévention, et là, c'est la clé, tout à l'heure, d'autres personnes en parlaient, c'est vraiment la clé pour éviter les feux, c'est de sensibiliser les gens, trouver d'autres... si les gens veulent faire du feu, c'est les dissuader, c'est trouver des alternatives au feu pour éviter les occurrences. Améliorer la lutte, ça ressemble à la liste précédente, c'est donc le but étant d'assurer une réponse rapide sur les feux naissants, c'est d'augmenter les volumes d'eau, donc des points d'eau pour les hélicoptères et pour les pompiers, améliorer les pistes existantes, mettre en place une signalétique pour bien se retrouver sur le terrain. Voilà, ce sont des exemples, je passe rapidement. Alors, une analyse intéressante, c'est que on a pu bénéficier donc d'un financement du programme Rescue pour faire ce plan de massif du Grand Sud. Et ce programme comprenait une étude donc d'analyse coût-efficacité d'un plan d'action. Et cette étude démontre que si on se fixe comme objectif de diminuer, alors il faut tenir l'objectif, mais de diminuer la surface brûlée par 2, donc passer de 200 hectares à 100 hectares par an, donc ce serait déjà ça, on gagnerait en coût de lutte à 5 ans entre 37,4 et 70 millions, et on éviterait également des pertes en services écosystémiques entre 53 et 125 millions sur 5 ans. Ce qui démontre que investir dans un plan de prévention des feux, un plan de massif, c'est rentable sur 5 ans. Alors, quelques autres actions rapidement qu'a fait la province depuis 2017. Donc, en 2017, elle avait fait appel à 4 auxiliaires de sécurité civile, en renfort en fait de ceux qui peuvent être employés dans les communes, pour faire des patrouilles de surveillance et sensibiliser les gens sur la commune du Mont d'Or et de Yaté. Donc, ça a été, on considère que c'est un succès. Bon, ça n'a pas pu être reconduit en 2018 par faute d'encadrement. On espère que ça pourrait l'être en 2019. On a bien sûr des agents de la direction qui sont formés, un petit peu de matériel.
La province communique depuis de longues années, en mettant en place des spots TV, des posters, des flyers pour essayer de dissuader d'être négligent ou imprudent vis-à-vis du feu. Alors la communication qui démarrait autour du feu et puis qui évolue en fait de plus en plus vers le respect de l'environnement et de la nature. Parce que la compétence de la province, c'est la protection de l'environnement, c'est pas la gestion des incendies, comme je vous le disais en début d'exposé. Alors, la province intervient également dès qu'elle le peut, en fait, et notamment dans tous les plans de gestion des aires protégées, des aires aménagées, des parcs. C'est le cas pour le parc de l'Odon-Béa, où il y a des actions identifiées pour éviter les feux, qui demandent maintenant à être mises en œuvre. C'est le cas également pour la zone côtière ouest, donc la zone inscrite au patrimoine mondial, avec une action que j'ai trouvée intéressante de relever, puisqu'elle a été identifiée comme la mise en place donc de la sensibilisation auprès de 3 tribus pour trouver ensemble des alternatives à l'usage du feu. Donc on passe d'un message d'interdiction totale du feu à un message où on dit de toute façon il y a quand même des gens qui éprouvent le besoin d'utiliser le feu, essayons de trouver ensemble des alternatives pour éviter les feux. Des actions également dans le plan de gestion du parc du Grand Fougères et dans la zone Ramsar qui est illustrée juste en dessous. Un autre moyen d'intervention de la province, c'est dans les aires de gestion environnementale. Donc les aires de gestion environnementale, ce sont des aires choisies avec des écoles et qui permettent donc aux enfants de participer à la gestion, alors de façon éducative, bien entendu, sans qu'il y ait de pouvoir réglementaire ni vraiment de pouvoir décisionnel, mais intervenir dans la gestion de certaines zones identifiées donc en concertation avec les écoles. Donc on en a 8 en province sud. Et les enfants sont très sensibles au feu et ont identifié, par exemple, une action, là, c'est à l'île des Pins, dans l'aire de gestion éducative de Touété, et avec une action de sensibilisation qu'ils veulent mettre en œuvre auprès de leurs parents, auprès des populations. Donc ça aussi, c'est une action que je trouve intéressante de relever. Alors, d'autres moyens permettant d'améliorer la lutte, ce sont toutes les données environnementales, Fabien en parlait tout à l'heure, que la DANV peut mettre à disposition à la fois de la DSCGR et bien sûr des pompiers, dans la mesure où ils sont équipés. Donc c'est des cartes de milieu naturel. Là, par exemple, c'est celle-là, cette carte-là, où sont représentés les indices de sensibilité de la végétation. Donc, alors c'est des cartes SIG, donc qui sont intégrables dans des systèmes d'informatique géographique, et qui permettent donc d'identifier normalement assez facilement par un géomaticien les zones qui présentent des intérêts environnementaux. Et puis on a également une carte avec un carroyage DFCI que les pompiers connaissent bien, où apparaissent donc, même chose, un indice de présence d'espèces rares ou menacées. Donc ça, c'est des outils d'aide à la décision pour les pompiers et la DCGR pour des feux, alors plutôt de grande ampleur, mais qui peuvent servir pour tous les cas de figure. Ces cartes nous servent également à évaluer le préjudice environnemental. Je vous disais que la province se porte partie civile, et donc par exemple, ça c'est le feu de Bois du Sud. Grâce à ces outils, on arrive à déterminer assez précisément les zones brûlées dans les différents milieux et voir dans les zones protégées, ce qui permet ensuite de demander réparation du préjudice environnemental. Donc ça a été fait sur Bois du Sud et sur le feu de Bangou. Et c'est des affaires qui sont actuellement en instruction dans les tribunaux. Et puis je terminerai avec donc quelques éléments de la part de mes collègues de la direction du développement rural, qui intervient pour restaurer des zones incendiées. Donc vous avez là quelques exemples. Et donc depuis 2010, la DDR donc a restauré plus de 90 hectares, ce qui correspond à plus de 187 millions de francs, tout en remettant en état, puisque faut bien pouvoir accéder aux zones, tout en remettant en état donc des pistes DFCI. Et voilà une illustration. Voilà la carte en fait des plantations dans le parc de la Haute-Dombéa, qui montre la difficulté en fait pour aller faire ces opérations dans des terrains accidentés, indurés, dans des conditions un peu difficiles.
Voilà ce que je voulais vous montrer pour la présentation. Merci pour votre attention. Bonjour, donc, je m'appelle Gildas Gateblé, je travaille à l'Institut agronomique néo-calédonien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet que j'ai appelé la menace feu d'origine anthropique et ses impacts potentiels sur la flore micro-endémique de l'archipel des Bélep, ce qui représente pour moi un cas d'école. Donc ici, sur cette diapo de présentation, on voit déjà nettement les impacts des feux sur la végétation. Donc quand on regarde cette photo qui a été prise en avril 2017 au sud de l'île Art, donc dans les Bélep, on se rend compte qu'ici, on a les îles, ce qu'on appelle les Daos du sud et les Daos du nord. Donc on voit les impacts des incendies. Ce sont des petites îles ultramafiques qui sont quasiment pelées. Il n'y a quasiment plus de végétation, donc de l'érosion qui est en cours. Et ici, sur la partie sud de l'île Art, on voit également des zones qui sont complètement érodées. Et on voit le littoral qui est assez peu touché quand même par les incendies, avec la bande littorale, avec des cocotiers, des cultures, etc. Et plus on monte, on voit de la savane à Niaouli sur substrat ultramafique, et puis ensuite du maquis minier dégradé, avec notamment les fougères aigles qu'on repère bien avec le côté argenté, et qui sont également très inflammables. Donc, on se rend compte sur cette photo les différents niveaux de dégradation qui sont dus au feu d'origine humaine. Donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est basé essentiellement sur un article qu'on vient de publier il y a quelques mois dans la revue australienne de botanique systématique, et dans laquelle j'ai essayé de faire un recensement sur la flore de l'archipel des Bélep, et en même temps d'écrire 8 espèces nouvelles. Donc, quand je suis allé en avril 2017 sur Bélep pour la première fois, dans le cadre d'une mission avec l'IRD pour l'introduction de l'abeille domestique sur Bélep, j'ai trouvé, sur une mission de 3 jours, 3 nouvelles espèces. Je me suis dit, c'est quand même assez exceptionnel, en 3 jours, de trouver 3 nouvelles espèces. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de biblio, de préparer l'article. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller demander à des collègues, d'autres botanistes, taxonomistes, voir ce qu'ils avaient également comme données sur Bélep. Et donc, j'ai fait un peu le tour, et j'ai réussi à rassembler un certain nombre de collègues, là, botanistes, taxonomistes, et ensemble, on a décrit 8 nouvelles espèces endémiques de l'archipel des Bélep dans ce même article, pour essayer justement de faire un impact auprès des services compétents de la province Nord notamment, et dire qu'il y avait vraiment urgence à agir. Donc, dans cet article, on a montré qu'on découvrait en Nouvelle-Calédonie une espèce en moyenne par mois depuis l'an 2000. Donc c'est une espèce qu'on décrit en moyenne tous les mois. Et ces espèces sont quasi exclusivement endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Donc 99% des espèces qu'on décrit actuellement depuis l'an 2000 sont endémiques propres à la Nouvelle-Calédonie. Et la plupart de ces espèces, enfin une grande partie, c'est-à-dire 42% de ces nouvelles espèces qui sont décrites, sont des espèces qui sont micro-endémiques. Je reviendrai un peu plus tard sur le terme, la définition de micro-endémique. Et souvent, ces espèces nouvelles micro-endémiques sont déjà très menacées par l'homme, par les activités humaines, et notamment par les feux. Donc en 2019, par exemple, j'ai publié deux espèces nouvelles qui sont déjà menacées par les feux. Donc une espèce qu'on a appelée Pichonia musingeri, qu'on trouve dans la vallée de la Coulée au Mont d'Or, dans un affluent qui s'appelle la Umbea, et qui a été impacté par le feu qu'on appelle de la montagne des sources de fin décembre 2005. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en fin décembre 2005 du haut de la montagne des sources. Et on voit ici la vallée de la Coulée. Donc on parle du feu de la montagne des sources, mais en fait, c'est toute la Coulée qui a brûlé. Et donc cette espèce, elle ne pousse que dans ce petit affluent de la Coulée. Et on voit ici, il y a moins d'une cinquantaine de plants qui ont été répertoriés. Et donc cette espèce, elle est vraiment micro-endémique de cette micro-vallée de la Coulée. Et elle a été impactée par le feu de 2005. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est juste des repousses de la souche qui sont encore vivants.
Donc cette espèce, elle a failli disparaître de la surface de la Terre sans même avoir jamais été connue ou décrite. Et une autre espèce qu'on vient de décrire avec un collègue qui est présent ici sur le flanc du Coppéto et qui, a priori, n'est pas menacé par la mine puisque l'exploitation se situe plus en altitude et qui est quand même un peu épargné des feux de forêt de la tribu de Ouaté parce que sous l'emprise du site SLN de Coppéto. Donc, d'après les chiffres qui ont déjà été un petit peu présentés par Fabien tout à l'heure, qui sont les chiffres d'Endemia, il y a à peu près 43% des 500 espèces, 43% soit environ 500 espèces sur les 1160 qui ont été évaluées jusqu'à présent par l'autorité locale de la liste rouge de Nouvelle-Calédonie, qui sont menacées à des degrés divers. Et on s'aperçoit que les feux sont la principale menace sur la flore. Et 68% des espèces qui sont menacées sont touchées par les feux de brousse. Donc c'est un chiffre qui est à mettre en relation avec les deux autres grandes menaces sur la flore, que sont la mine et les espèces exotiques envahissantes, avec respectivement 43 et 41% d'impact sur ces espèces menacées. Donc, ce qui me paraît aussi important de rappeler, parce que j'entends souvent le discours inverse, c'est que dans le feu, il impacte tous les milieux et sur tout type de substrat. Donc quelques exemples ici. Ici, c'est la crête de Mangelia, entre Mangelia et Lignambi, en septembre 2017. Et on voit l'impact du feu sur la crête. Donc les gens viennent sur la crête en forêt humide, mettre le feu entre Mangelia et Lignambi, et donc ça brûle régulièrement. Le feu de la montagne des sources que tout le monde connaît bien, donc ce sont les forêts humides sur ultramafiques qui brûlent ici, donc c'est vraiment de la maquis, du paraforestier à forestier qui brûle en décembre 2005. Donc toujours le feu de la montagne des sources, le maquis minier sur ultramafique, avec ici une espèce emblématique, le Neocalytropsis, donc avec des impacts très importants également sur le maquis. Donc je pense que c'est important de parler des forêts, mais c'est aussi important de parler des maquis qui brûlent. Les forêts sèches ou mésophiles, comme ici au Pic aux Chèvres, sur volcano-sédimentaires, sont également touchées. Et puis il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les maquis siliceux du nord de la Grande Terre, entre Poum, Arama et Baud-de-Passe, qui sont également assez typiques, qui recèlent une végétation qu'on connaît finalement assez mal encore, et qui brûle également beaucoup trop. Donc, quelles sont les conséquences des feux sur la flore? Donc, c'est une diminution des surfaces de forêt sur ultramafique ou non ultramafique. C'est donc une diminution des habitats pour la faune. Et il y a de moins en moins de surfaces forestières et les forêts se cantonnent au talweg et sont restreintes à des lambeaux forestiers. Et les lisières aussi fait que plus à chaque feu, la lisière est repoussée, et voire au final, le talweg disparaît complètement en termes de forêt. Donc ici, on a une photo qui est prise en haut des roches de la Wayem. On voit que dans la chaîne, il y a des feux qui courent depuis plusieurs jours, enfin on ne sait pas trop bien, mais a priori ça inquiète personne. Et puis ici, un autre feu de forêt. Donc je reviens maintenant sur la notion d'espèces micro, on pourrait même parler d'espèces nano-endémiques. Donc une espèce micro-endémique, c'est une espèce qui est connue, qui est présente uniquement dans une très petite zone géographique. Donc c'est ce que dans Wolf et al. A été appelé une espèce micro-endémique de niveau 1 à une localité. Et souvent, une espèce micro-endémique, elle est micro-endémique d'un massif montagneux, d'une vallée, d'une île. Donc forcément, en termes de définition, c'est toujours difficile de caractériser la surface d'une espèce micro-endémique ou nano-endémique, puisque la zone est variable. À l'échelle mondiale,
une espèce qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie, c'est une espèce qui est micro-endémique. À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, une espèce qui est endémique de l'îlot Le Prédour, c'est effectivement une espèce micro-endémique ou nano-endémique, donc comme le Pittosporum sur Le Prédour ou le Saribus dans le sud. Ou alors on a aussi ce qu'on appelle du micro-endémisme à l'échelle d'une vallée entière comme la vallée de Tontouta. Donc, ce qui est aussi important de rappeler, c'est la notion de menace au sens de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de l'UICN, puisque la localité est liée à la menace. Donc, au sens des évaluations qui sont menées par le RLA par Endemia, donc qui suit cette méthodologie internationale, une espèce est menacée par rapport à un événement feu qui peut impacter l'intégralité de la population et qui fait que cette espèce entre dans la catégorie la plus menacée, donc qu'on appelle en danger critique d'extinction ou CA. Et s'il n'y a pas de menace forcément avérée, comme certaines espèces qui peuvent pousser dans des endroits où il n'y a pas ou peu de feu, on peut leur attribuer un critère qu'on appelle VUD2, donc c'est-à-dire que l'espèce n'est pas forcément menacée à court terme. Par contre, s'il y a un événement, elle peut arriver à être éteinte ou en danger critique d'extinction très rapidement. Donc sur 107 espèces, ça c'est Shankar qui m'a donné les chiffres hier, sur 107 espèces micro-endémiques qui ont été évaluées en danger critique d'extinction, il y a 67 qui sont menacées par le feu. Et 4 sur 34 des espèces qui sont évaluées en VUD2 qui le sont également. Donc ici, on a par exemple le Dracophyllum des roches de la Wayem, qui est sur un maquis sommital endémique des roches de Wayem, le petit Pycnandra de Goro dans la cascade de Wajana dans le sud, ou le Podocarpus colliculatus qui est endémique des quelques criques de l'île des Pins, sur le Pikenga. Donc, pour revenir au sujet de la présentation du jour, le cas d'école ce que j'ai appelé le cas d'école de l'île Art. Pourquoi c'est un cas d'école? Parce que c'est un archipel qui est isolé biogéographiquement au nord-ouest de la Grande Terre, ou environ à 35 km. Il y a une spéciation qui a eu lieu au cours des derniers millénaires, a priori essentiellement par allopatrie. Donc c'est un archipel qui est sur des substrats ultramafiques et qui est en outre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme la zone du Grand Lagon Nord. Sur cet archipel, il y a 18 concessions minières, donc, qui couvrent 72%, les trois quarts quasiment, des surfaces des îles Art et Pot. Donc l'île Art fait environ 50 km², l'île Pot 12 km², les îles d'Aos environ 2 km². Donc l'île Art, c'est la seule île qui est habitée de façon permanente dans l'archipel. Il y a deux plateaux, un plateau dans le nord et un plateau dans le sud, qui sont entre 200 et 280 mètres d'altitude. Ces plateaux sont couverts de maquis en plus ou moins bon état, de maquis préforestiers, voire de ce que j'appelle de forêts, denses, humides, mais qui sont basses. Donc pour moi, ce sont des vraies forêts, mais les ressources en eau ou en nutriments font la canopée est basse. Et ce qui est également intéressant, c'est que la flore de l'île Art a fait l'objet d'une publication il y a plus de 150 ans par le révérend père Montrousier. Et donc c'est a priori une des flores les plus connues de Nouvelle-Calédonie, même si actuellement c'est plutôt une des flores les moins connues. Donc, quelles sont les menaces sur la flore des Bélep? Donc a priori il n'y a pas ou très peu de menaces d'espèces exotiques envahissantes, comme le cerf, le pinus ou les cochons, qui ont a priori été pas encore introduits ou peu actifs. Il y a très peu de menaces d'urbanisation. Il n'y a actuellement pas la menace mine, parce qu'il y a un accord entre les coutumiers et la SLN pour pas démarrer d'activité minière. Et il y a également pas ou très peu de menaces sur les activités agricoles. Donc la principale menace des Bélep, et elle est majeure, ce sont les feux. Et les feux qui sont d'origine anthropique. Donc on parle souvent de Wegwa et de Poum
en mauvais exemple sur le feu. On oublie souvent Belep aussi dans les analyses spatiales ou dans les modélisations. Belep, dans les travaux qui ont été faits sur INC, et souvent sont un peu oubliés des travaux, mais je pense que Morgan on pourra en reparler. Donc la menace feu sur Lillard. Donc ici on voit une carte que j'ai prise sur le site de l'œil à un instant T, où on voit un certain nombre de départs de feu. Et donc en avril 2017, au nord de Ouala, il y avait une grande zone brûlée qui venait d'être brûlée, mais cette zone n'a pas été répertoriée par les méthodes de détection. Après, moi, je n'y connais pas grand-chose, donc je pense que Fabien pourra essayer d'y voir. Donc, est-ce que la surface n'était pas assez importante, etc. Donc, du coup, il y a des nombreux feux qui sont tous les ans, qui sont récurrents, et surtout pendant la saison sèche. Et donc, c'est un des endroits avec peut-être Wegwa et Poum où il y a le plus de feux en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a eu un incendie majeur en août 2016. Donc, d'après les données ici de l'œil, on voit la surface qui a été brûlée. Ça correspond à environ 20% de la surface de l'île. Donc, c'est vraiment énorme en un seul épisode de feu, ou non, enfin, peut-être en plusieurs épisodes, mais en cours d'une période de 6 mois, durant 1 an. Et on voit les étoiles qui représentent les espèces qui sont micro-endémiques de Lillard, qui ont été impactées par ces feux durant les 6 mois de la fin de l'année 2016. Donc sur Lillard, il y a ce que j'appelle du micro et du nano-endémisme. Il y a 24 espèces qui sont endémiques de l'archipel des Belep, donc avec Art, Daos et Pot. La moitié de ces espèces ont été décrites depuis 2009, dont 7 dans l'article qu'on a publié il y a 6 mois. Il y a 22 espèces qui sont micro-endémiques sur les 24 de Lillard. Donc, ce qui fait qu'on arrive à un ratio d'environ 0,41 espèces endémiques au kilomètre carré, ce qui est vraiment énorme à l'échelle mondiale. Ça se rapproche des ratios qu'on trouve sur les îles, les archipels isolés comme Juan Fernandez ou Rapa. Donc c'est vraiment un ratio qui est énorme. Il y a 12 espèces qui sont nano-endémiques entre guillemets du plateau nord de Lillard et 3 qu'on ne trouve que dans le plateau sud de Lillard. Et à cela, il faudra rajouter dans l'avenir d'autres espèces nouvelles qui sont en cours d'étude et qui viendront se rajouter à cette liste d'espèces. Ici, donc, c'est le Boquilonia qu'on a appelé Montrousieri en l'honneur du révérend père Montrousier, qui est une espèce nano-endémique du plateau sud de Lillard. Et donc, avec cet article, Lillard devient le point le plus chaud du hotspot calédonien. Donc, c'est-à-dire c'est l'endroit en Nouvelle-Calédonie où il y a le plus d'espèces micro-endémiques et qui sont les plus menacées. Donc, voilà, Lillard, l'archipel des Belep, c'est le point chaud, le hotspot du hotspot. Sur la flore menacée, donc avec ce niveau de menace feu, plus les espèces micro-endémiques, d'après les données du RLA d'Endemia en 2017, il y a une espèce qui est déjà a priori éteinte, le Pycnandra micrantha, qui n'a pas été revu depuis Montrousier en 1860. Il y a une espèce qui est éteinte aux îles d'Aos, le Pandanus, mais qui est encore heureusement présent sur Lillard. Et il y a 6 espèces en danger critique d'extinction. Donc une fois que les travaux du RLA se poursuivront, on devrait aboutir à 21 espèces en danger critique d'extinction et une espèce éteinte, rien que pour Lillard. Donc ici on a des photos de maquis au sud et au nord de Lillard qui sont dégradées, notamment par les incendies. En termes de perspective, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, ce sont des pistes de réflexion qui peuvent être discutées, et puis après il y a des collectivités ou des associations qui peuvent les reprendre. À la limite, sur ce qui nous intéresse, parce que là où on est le plus compétent, c'est nécessité quand même d'améliorer les connaissances. Hein. On est loin de tout connaître sur les Belep et sur Lillard. Donc il y a besoin de caractériser, de prospecter,
et d'améliorer les travaux de taxonomie, parce que ça se trouve, on se rend compte qu'une espèce qu'on considère actuellement endémique du plateau nord de l'île Art, on va peut-être la trouver sur le plateau sud, on va peut-être la trouver aussi au Daos ou sur Pot. Et puis on risque de trouver aussi des nouvelles espèces. Enfin voilà, il y a quand même besoin de continuer à faire des travaux de recherche sur la flore des bélèpes. Il y a aussi, à la limite, sur les compétences qui sont les nôtres à l'IAC, peut-être des nécessités de travailler sur la multiplication et la sauvegarde ex situ d'un certain nombre d'espèces qui sont en danger critique d'extinction, menacées. Et donc après, sur des sujets qui ne sont pas de nos compétences, la mise en place de réserves. Donc on s'aperçoit qu'en fait, en prenant tout ce qui est au-dessus de 200 mètres d'altitude sur l'île Art, on arriverait à protéger 20 des 21 espèces qui sont encore pas éteintes, et 88% des occurrences de ces espèces. Je pense qu'il y a aussi besoin de sensibiliser la population à la menace feu, sur les effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques, dont la ressource en eau. Les gens de Bélep se plaignent régulièrement de ne plus avoir accès à l'eau. À travers les autorités coutumières, le comité de gestion, des associations et les ONG. Je pense qu'il me paraît important encore de prolonger l'accord qu'il y a actuellement entre la SLN et les coutumiers pour le fait qu'il n'y ait pas d'exploitation minière sur Pot et Art. Et puis après, renforcer les moyens de lutte sur les incendies. Mais c'est pareil, c'est une piste, mais ce n'est pas trop de ma compétence. Donc voilà, pour finir, deux photos qui sont prises sur le plateau nord de l'île Art, dans une doline, donc un endroit qui est a priori une zone humide, où on devrait avoir une richesse végétale exceptionnelle. On devra peut-être avoir du micro-endémisme. En l'occurrence, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du niaouli. Donc c'est quand même assez terrible de voir sur un sommet de plateau ultramafique, dans une doline, la présence d'une espèce qui est alimentée et entretenue par les feux, le niaouli. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé en collaboration avec Météo France. Ce sont essentiellement des données climatiques qui proviennent de la thèse de Cyrine Dutheil et encadrée par Christophe Menkes, qui est océanographe physicien à l'IRD. Alors l'idée de ce travail, c'était de voir comment allait évoluer l'environnement climatique en Calédonie et essayer de le connecter au feu. Donc pour qu'il y ait un incendie, il faut qu'il y ait un contexte environnemental favorable, c'est-à-dire il faut du fuel, il faut de la matière organique qui peut être incendié. Il faut un contexte climatique favorable, il faut éventuellement de la chaleur, du vent, il ne faut pas qu'il y ait de pluie. Et puis il faut l'aléa, il faut l'humain qui a l'intention en fait de mettre le feu, que ça soit intentionnel ou accidentel. Mais on l'a dit, il faut le répéter, que la quasi-totalité des feux en Calédonie sont d'origine humaine. Donc pour ça, en fait, là, ce travail, c'est juste de voir quel serait en fait l'environnement climatique dans le futur et le relier en fait aux incendies. Donc vous verrez qu'en particulier, on utilise l'indice météorologique qui est développé par Météo France, qui est un indice en fait canadien qui permet d'estimer le risque qu'un feu va se développer ou non à certains endroits en fonction donc du climat. Voilà, je voulais juste vous dire aussi que c'est fortement lié donc au changement climatique. Le changement climatique, c'est quelque chose de réel, ce sont des observations, il n'y a pas d'ambiguïté. On va augmenter en fait en température. Ce qui est original dans ce travail qui a été effectué par Cyril, c'est que globalement en fait, on a des modèles qui fonctionnent très très bien, qui sont faits par des communautés de scientifiques,
On sait exactement et très proprement comment ça va évoluer dans le futur au niveau mondial, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau local. Et ce qu'a fait Cyril, c'est que, si vous voulez, dans les modèles mondiaux, la Calédonie est représentée par 1 ou 2 pixels, c'est-à-dire 1 ou 2 mailles, en fait, par rapport à tout le globe. Et ici, en fait, Cyril, il a fait des zooms, il a fait ce qu'on appelle du changement d'échelle pour regarder ce qui se passerait dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie en particulier. Donc, quelques tendances. Donc, déjà, au niveau des précipitations, alors c'est un peu loin, on va avoir une diminution globale en fait d'environ 20% des précipitations sur l'ensemble de l'ANC. Alors par contre, c'est pas du tout homogène. Il y a un contraste en fait est-ouest assez important, c'est-à-dire que le déficit de pluie, donc là quand je parle du futur, je parle de ce qui va se passer dans les 100 prochaines années. Alors c'est pour marquer les esprits, en particulier vous verrez qu'au niveau des températures, il va y avoir une augmentation de 3 à 3,5 degrés en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être graduel et que donc on peut estimer que d'ici 50 ans, on aura gagné 1 ou 2 degrés et d'ici 10-15 ans, on aura déjà très rapidement, en fait, on va gagner en fait des dixièmes de degrés, mais qui vont avoir un impact très important sur la population et sur l'environnement de manière globale. Et donc, on a une diminution ici des précipitations qui est concentrée en saison chaude avec 75% de baisse annuelle. Alors, si vous regardez ce qui passe aussi dans le nord, donc on va avoir, donc en rouge, c'est le déficit, en bleu, c'est le positif, et donc on va avoir aussi, surtout sur le centre de la pointe de la Calédonie, un déficit en pluie. Et puis, en fait, au niveau global, sur le Pacifique, en fait, on a ce qu'on appelle la zone de convergence de pluie, qui est en rouge ici, qui va, vous voyez la ligne en pointillé qui est actuelle, et en fait, ça va évoluer, ça va changer un peu le climat, ce qui va aussi avoir un impact sur les cyclones, par exemple, ou d'autres variables environnementales. Au niveau des températures, donc, on peut estimer qu'en 2100, on aura à peu près 3 degrés de plus que ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut observer actuellement, avec là aussi des variations qui peuvent, une distribution spatiale qui est assez hétérogène, avec des zones où ça peut monter jusqu'à 3 degrés et d'autres zones qui sont un peu moins impactées. Donc, dans le nord, typiquement, on peut avoir des températures qui sont très importantes, mais globalement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les températures, et vous verrez, il y a un autre slide sur les vagues de chaleur, ça va être relativement impactant. Et ça va être assez différent de ce que les Calédoniens connaissent aujourd'hui en termes de température. Je repasse sur les pluies, donc là c'est intéressant, on prend les 5% des pluies les plus importantes et on essaye de regarder quel va être cet impact. Donc là on est sur plutôt des aspects érosion, et on s'aperçoit aussi ici que la distribution elle est assez hétérogène, et que donc à gauche, c'est les pluies, c'est la situation actuelle, la current situation, et à droite, ça va être la différence entre la situation actuelle. Donc ici, en fait, les pluies, on s'aperçoit qu'il y a des pluies extrêmes qui sont soit au sud de la Calédonie, soit à l'extrême nord, enfin dans le nord, et puis il va y avoir des déficits très importants, par exemple au niveau de Nouméa ou au niveau justement de Koné, de cette région. On va avoir des déficits très importants de pluie extrême. Et puis on a les vagues de chaleur. Alors les vagues de chaleur, c'est à mon sens le plus frappant. Les vagues de chaleur, ce sont des définitions qui sont actuellement définies par Météo France. Et je ne sais pas exactement, d'ailleurs j'aurais dû me renseigner pour savoir quelle était la définition exacte, mais en gros, il faut que ça dépasse un certain seuil sur une certaine période. Si par exemple on a plus de 32 degrés sur 5 jours, alors à ce moment-là, c'est considéré comme une vague de chaleur.
Là où on a 2 vagues de chaleur par an, donc imaginez, on est en Calédonie, vous connaissez tous ça, de temps en temps, il fait très chaud la nuit, on a besoin il fait très chaud dans les voitures, quand on sort, on a ce sentiment en fait de chaleur très importante. Ça arrive probablement 2 fois par an, c'est à peu près ce qu'on a actuellement, bien sûr pendant l'été, donc décembre, janvier, on a cette sensation en fait très importante sur plusieurs jours d'avoir des vagues de chaleur. Là où actuellement il y a 2 vagues de chaleur par an, en 2100 il y en aura 120. 120 jours en fait, il y aura... Pardon. En 2020, il y aura plus de 120 jours de vagues de chaleur. C'est-à-dire que sur 365 jours, il y aura un tiers en fait du temps qui seront considérés comme des vagues de chaleur qui arrivent 2 fois par an actuellement. Donc imaginez l'impact que ça va avoir sur l'agriculture, sur les hommes en général, sur l'environnement, et en particulier donc, et on va le voir plus tard, sur les conditions favorables en fait à l'initiation d'un incendie, c'est-à-dire au développement très fort d'un incendie. Donc c'est pareil, c'est assez hétérogène en fait. Je vais essayer d'enlever ça. Donc en haut vous avez attendez, je vais avoir du mal à lire. Ouais, donc à gauche, vous avez en fait la situation actuelle, la distribution actuelle, et à droite, en fait, les différences. Donc vous allez surtout avoir des vagues de chaleur très importantes sur la côte est. Je ne sais pas si vous voyez là l'endroit. La côte ouest, pardon, alors que la côte est va avoir une augmentation de 2 fois moins importante en gros que sur la côte ouest. Ça, c'est pour le nombre de vagues de chaleur. Et si on parle de la longueur en fait, des vagues de chaleur, le nord va être particulièrement impacté. Donc on en vient en fait à l'évolution de l'indice météorologique. Donc il y a un indice en fait qui est mondialement reconnu, qui a été développé par les Canadiens. Vous avez la référence ici, US National Fire Danger Rating System, où vous avez en fait c'est un indice en fait qui est basé. Alors il est un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'il est temporel, c'est-à-dire qu'il tient compte à la fois des conditions météorologiques du jour J et aussi du passé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu est-ce que la pluie, par exemple, n'est pas tombée aussi précédemment, etc. Puisqu'il faut à la fois qu'il y ait une sécheresse en fait du sol et il faut qu'il y ait des conditions favorables au tenté pour le développement du feu. Donc ce système en fait, il est actuellement mis en ligne par Météo France, on l'a sur le site internet. Je ne suis pas persuadé que ça soit complètement vérifié, que ça soit adapté particulièrement à la Nouvelle-Calédonie, mais ça a plusieurs avantages d'utiliser cet indice. D'abord, c'est un indice qui est reconnu mondialement, qui est vraiment développé et fourni aux populations dans différents endroits du monde. Il est facile à mettre en œuvre et il est basé que sur des informations qui sont météorologiques. Et on a des voisins, par exemple la Nouvelle-Zélande, qui l'utilisent aussi de manière continue. Alors on voit pas très bien là, mais en gros, cet indice en fait, il est constitué d'un indice de combustible, d'un indice d'humidité, de l'humus, un indice de sécheresse qui est basé sur uniquement la température et le pluie. Ça donne en fait un indice de propagation, un indice de combustible disponible. Donc là on parle de ce qu'on appelle le fuel en anglais, c'est le combustible en fait de la végétation, et le tout en fait est combiné dans un indice d'IFM. Alors, l'évolution en fait de cet indice, il est donc ici à gauche vous avez l'IFM moyen. Alors c'est pareil, ce sont une étude qui a été réalisée très récemment. J'ai fait ces cartes en fait hier.
Ça nécessiterait d'ailleurs probablement de les croiser avec d'autres informations, mais j'ai quand même tenu à vous les donner parce que c'est en lien direct en fait avec les incendies. Et puis surtout, pour le moment, c'est vraiment des tendances moyennes. Ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est si ça évolue en fait au niveau saisonnier. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas eu un focus sur la saison chaude ou la saison des incendies. Il n'y a pas eu non plus de distribution temporelle. On est vraiment sur l'indice moyen, en fait, sur 16 ans au niveau contemporain, c'est-à-dire de 2000 à 2016, et ensuite une projection sur 2090-2106. En gros, si vous regardez les couleurs, on va quasiment doubler en fait le risque d'incendie. Et là où on avait des risques importants qui étaient essentiellement sur la côte ouest, eh bien en fait, on aura des risques qui sont équivalents maintenant dans le futur sur la côte est. Et ces risques seront pas décuplés, mais en tout cas seront largement augmentés sur la totalité en fait de la côte ouest, y compris dans le nord, et même à l'intérieur des terres, sur toute la bande, et en particulier dans le nord, on aura des choses qui sont de l'ordre de 20 à 25, à comparer actuellement à 10-12. Donc globalement, l'environnement consacré en fait à l'environnement favorable au développement des incendies ne va pas aller en s'arrangeant dans le futur. Donc, encore une fois, après, une fois qu'on a ça, il faut croiser avec l'aléa, c'est-à-dire le déclenchement des feux. Donc là, on n'est que sur l'environnement favorable aux incendies et le fait que si on craque une allumette, le feu va se développer de manière plus ou moins intense. Eh bien, en fait, ces risques que les feux se développent de manière plus ou moins intense vont être bien plus importants dans le futur qu'ils ne le sont actuellement. Donc ça veut dire que si on ne prend pas des mesures et si on continue sur des comportements qui qui créent des incendies et que ça ne bouge pas dans le futur, eh bien, ça va inévitablement entraîner plus de surfaces brûlées, plus de feux, et ça sur des périodes plus importantes. C'est-à-dire que la période d'incendie va probablement aussi augmenter. Voilà, je ne sais pas si j'ai été sans doute... Ok.